Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu mon cher? As-tu chaud? Oui, je vais bien. Je vais m'abstenir de parler de la température à Montréal parce que là, ça serait, même si la température est différente, ce sera redondant puis ça devient quasiment, en anglais, on dit un running gag ou en tout cas une blague perpétuelle où est-ce que je suis toujours en train d'aborder quelle température il fait à Montréal. Puis j'imagine qu'il y a nos auditeurs qui sont soit dans le sud de la France ou en Italie ou dans le nord de l'Afrique, ils s'en foutent littéralement de la température qu'il fait. Je pense pas. Je pense que tout le monde est à tes lèvres en train de vouloir savoir là, quelle température il fait à Montréal en mois de juillet. Hey Guy, il y a du nouveau de ton côté. Est-ce que j'aime ça? J'aimerais ça que tu nous racontes ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, en fait, j'ai terminé mon mandat que j'avais depuis presque 2 ans. Là. Puis cet été, je suis en mode écriture et préparation d'un nouveau projet. En fait, j'ai été Microsoft Certified Trainer pendant de nombreuses années là, au début de ma carrière. Et puis, ce que je vais faire, je vais retourner dans la formation. Je vais m'associer à Laurent Duvaux et Éric Côté. Et puis, Laurent qui a une formation sur Angular, Éric qui a une formation sur React. Puis moi, je vais couvrir Azure. Puis ces formations-là, il y a un nom particulier pour aisément les trouver, hein? Ouais, c'est au Canada, premièrement, puis il y a Azure Academy ou Académie Azure, Académie Angular, React, donc on a le même pattern, le même fonctionnement un petit peu, là, le même façon de donner la formation. C'est une formation qui est très, très, très hands-on. Donc, il y a une partie théorique, mais une grosse partie de la formation, là, c'est du hands-on. Donc, on suit l'instructeur au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, je suis en mode de préparation, donc monter le business, monter le cours, puis en espérant là, être prêt là, pour septembre 2018. Donc, tu t'es associé à tout le groupe qui donne des formations qu'on pourrait dire, en guillemets, des formations de type académie. Puis là, toi, ça va être Azure Academy. Oui. Puis ça, on va les donner au Canada. Donc, en entreprise et aussi dans des formations publiques là, partout au Canada, en anglais et en français. Puis, bon, est-ce qu'on va pouvoir mettre comme le lien sur le site pour diriger les auditeurs qui sont intéressés? C'est super facile. C'est azure.ac. Ah, hey. Sérieusement, le azure.ac, juste ça, pas plus que ça. Exact. OK, effectivement, c'est facile. Aujourd'hui, hey, Guy, moi je suis content aujourd'hui parce qu'on va faire une émission sur une technologie qui certaines personnes vont penser que c'est peut-être un peu moribond. C'est le sujet qu'on va parler parce qu'on va parler de VBA, donc Visual Basic for Application. Puis ça n'est pas vraiment moribond parce que c'est encore utilisé par pas des milliers. Moribond, je te dirais pas ça. Je te dirais, c'est peut-être pas sexy. Ouais. Mais il y a des tonnes d'applications, soit en entreprise, soit dans des petites business, des petites entreprises qui roulent. Il y a des tonnes d'applications VBA, il y a plein de monde, des experts Excel, surtout là, qui travaillent avec du VBA. Donc, c'est pas le sujet sexy, mais par contre, je dirais, c'est essentiel au fonctionnement de beaucoup d'entreprises. Puis nous, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, notre invité, c'est Mathieu Guindon. Bonjour Mathieu. Salut! Hey, salut Mathieu! Hello! Puis Mathieu, nous, ce qui nous intéressait, outre le fait qu'on pouvait parler d'une technologie bien établie, utilisée par je peux peut-être m'avancer et dire qu'il y a peut-être des centaines de millions de personnes qui utilisent. En tout cas, des Excel, ça c'est sûr, il y a au moins 100 millions de personnes sur la planète qui utilisent Excel.
qui font du VBA en arrière, probablement moins. Mais moi, en fin de semaine, j'étais dans une fête de famille. Et bon, je jase avec des gens que je connais pas vraiment, puis essaie de comprendre un peu ce qu'ils font dans la vie et tout. Puis la personne après, je suis dans l'informatique. Ah, tu sais, mais moi aussi, je fais de l'informatique. Puis là, j'essaie de comprendre, tu sais, bon, quel langage. Puis grosso modo, ça se résume que la personne n'a jamais étudié en informatique, mais a tout monté son système de gestion d'entreprise sous Excel avec des scripts VBA en arrière. Puis pour eux, ça fait la job. Là, c'est une petite PME, là, 3-4 employés, puis ils réussissent ils sont faits une espèce de petit système qui est plus que la comptabilité. Là, c'est une mini ERP, vraiment un mini ERP, c'est pas quelque chose. Mais ça satisfaisait leurs besoins. Puis lui, il était tout content de me dire oui, je fais du VBA et tout. Mais il y en a beaucoup comme ça, là. Il y a beaucoup de petites entreprises là, qui roulent sur ces applications-là qui sont essentielles. Donc, Puis, Guy, moi, j'ai été un moment donné, je faisais un de mes clients, c'était la Caisse de dépôt et de placement au Québec qui gère tout près de plus que 100 milliards de dollars. Et je peux te dire que les analystes là-bas vivent dans leur Excel beaucoup. Et eux, ils poussent à la limite ce qu'on peut faire avec VBA, là. Donc, oui, tu as des petites PME, mais tu as des organisations gigantesques qui font beaucoup de choses aussi avec Excel, là. Donc, et le mandat que je viens de terminer, l'application de gestion de commandes était toute faite dans Excel puis dans Access, là, tout en VBA. Là, donc c'est un système que j'ai aidé à réécrire. Mais écoute, il y en a partout, là, ces applications-là. Là. Puis nous, aujourd'hui, l'intérêt d'avoir Mathieu, c'est que Mathieu, le but aujourd'hui, c'est qu'on veut parler d'un de tes, je sais pas si on peut dire un de tes projets, c'est pas juste un projet à côté, c'est quelque chose qui est au centre maintenant de ta vie. C'est bon, comment s'appelle ton projet? Ça s'appelle RubberDuck. C'est un plugin pour l'éditeur Visual Basic pour application, là, le VBE. Mm-hmm. Le glorieux éditeur de 1998 qui a jamais reçu un update en 25 ans. RubberDuck, le nom vient d'où? RubberDuck, c'est drôle, c'est avec le gars qu'on a parti ça qui s'appelait Chris McLaren. Son petit icône, là, son avatar, c'était un petit canard, puis il s'appelait justement RubberDuck. Le nom vient de RubberDuck debugging, qui est une technique de débogage là où ce que tu parles littéralement à ton code en t'imaginant que c'est un petit canard en plastique. Puis ou il y en a qui ont un vrai petit canard. J'en ai un petit canard. J'ai un vrai petit canard en plastique. Pour nos auditeurs qui seraient peut-être pas familiers avec la langue anglaise, RubberDuck, c'est justement le petit canard jaune là, qu'on peut acheter, en tout cas en Amérique du Nord, un peu partout. Là, puis que souvent, que les petits-enfants qui ont 2 ans, 3 ans avec lesquels ils vont jouer quand ils prennent leur bain ou dans la bassinette. Écoute, il y a un site qui s'appelle rubberduckdebugging.com qui explique exactement là, ce que Mathieu on va mettre le lien, nous autres, sur la page. Donc, le nom vient de là? Ouais, c'est comme si tu avais toujours ton petit canard qui était à côté puis qui pouvait t'aider à trouver des problèmes potentiels dans ton code ou bref, c'est un outil. Donc, on va parler aujourd'hui de cet outil-là, mais avant de s'y rendre, on va parler de VBA. En tout cas, on va peut-être pour les quelques auditeurs, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup qui sont peut-être pas familiers avec VBA, on va quand même prendre le temps de s'assurer qu'on part tous de la même place. Mais Mathieu, toi, c'est la première fois que tu es invité à notre émission, donc tu connais pas notre formule habituelle, mais avant de parler du sujet, on aime toujours parler un peu de c'est quoi ton parcours, comment tu as découvert l'informatique. Ça permet à nos auditeurs de te situer un peu mieux. Puis Mathieu, je pense que toi, tu fais partie des informaticiens qui ont découvert l'informatique jeune. Peut-être pas au berceau, là, mais tu as commencé à programmer, t'étais pas vieux, là. Bon, non, mais 12, 13 ans, peut-être 14, dans ce coin-là, là, j'ai déterré un vieux Commodore 64. En fait, quand j'avais 5-6 ans, on avait un Commodore 64, mais j'étais trop petit pour m'intéresser à la programmation ou à comment que ça fonctionnait. Puis, vers 12-13 ans, je l'ai redéterré, puis j'ai découvert que ça venait avec un manuel qui devait faire à peu près 2 pouces d'épais.
euh, qui était essentiellement la syntaxe du langage. C'était Basic 2.0. Oui. C'était comme une vingtaine de mots-clés, puis t'avais toutes les adresses mémoire, puis tout, puis j'ai trippé là-dessus pendant jusqu'à temps que je découvre QBasic. Parce que Puis de QBasic, ouais. ton Basic 2.0, tu devais probablement utiliser beaucoup de commandes GoTo là-dedans, là. Est-ce que t'avais... Ah, ben, t'as pas le choix. Ça, tu numérotes tes lignes, puis tu jumps, ouais, c'est ça. T'avais pas de structure répétitive si évoluée que ça, là. C'était vraiment, on numérote tes lignes, puis on fait des GoTo. En QBasic, c'était peut-être un peu plus, là, ma mémoire me lâche, mais t'avais peut-être un peu plus de facilité. Rendu en QBasic, j'en ai pas fait longtemps parce qu'il y a Visual Basic qui est apparu pas longtemps après. Puis, mais QBasic, il y avait encore des numéros de ligne, mais tu pouvais faire des sous-routines. Ça pouvait être plus structuré, là. Puis avec Visual Basic, ben là, tu te retrouvais avec des modules tu pouvais faire des classes puis avoir des objets, puis ça donnait quelque chose d'autre. On parle de quelle version de VB là, que toi, tu as commencé à programmer? T'as-tu dans les précurseurs, tu as commencé avec la 1.0? Ça, c'était vraiment, écoute, c'était même, c'était character base en 1.0, c'était pas graphique encore, là. Ouais, non, je suis arrivé dans le coin de VB4, je pense. Okay, VB4, ouais. Avec les fameux, t'étais capable, en tout cas, d'encapsuler tout ton code sous un objet comme, puis là, d'instancier les objets, puis en tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, non, mais écoute, avant que les concepts ils rentrent comme faux pour ça, là, ça a pris... c'est parce que j'apprenais tout seul, puis il y avait... Internet, dans ce temps-là, c'était tout jeune, là, t'avais pas de Stack Overflow. Fait que... Parce que là, on est vers quelle année à peu près, là, des années 90? Ouais, fin des années 90, là, 97, 98. T'es rendu à l'adolescence avancée ou plus qu'avancée, 18-20 ans peut-être? Ouais, rendu au cégep, on voulait faire un jeu en VB6, là, fait que ça donne une idée du timeline. OK. Ben, puis, commencer à vraiment travailler en informatique, là, est-ce que tu t'es dirigé immédiatement vers l'informatique comme métier ou tu as fait un parcours... Ben non, mais c'était ça le plan. C'était ça le plan, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai lâché le cégep, puis je me suis retrouvé à une job-in, puis mais la vie étant ce qu'elle est, l'informatique m'a rattrapé. Puis je me suis retrouvé dans un bureau chef chez Tommy Hilfiger à planifier non, même pas avant de planifier, je faisais de la répartition de marchandises, puis on se servait beaucoup d'Excel. Là, VBA est revenu dans le décor. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, attends une minute, je peux faire du VB6 dans Excel. Wow, attends une minute. Wow, là, la vie venait de changer, là. J'étais parti, là. Je m'en vais automatiser toute la patente. Puis, c'est ça que j'ai fait, d'ailleurs. Puis, au bout de 5-6 ans plus tard, là, officiellement, j'étais planner, merchandise planner. Je faisais de la planification de marchandises, des budgets, puis tout. Mais mon comme deuxième poste non officiel, ben j'avais une base de données dans Access, tous les rapports ils roulaient, ça sortait tout seul là, tu sais, puis on faisait nos affaires. On est quoi dans les années, on est rendu en 2000, là, 2004, 2005? Ah non, mais c'est ça, je suis rentré chez Tommy en 2004. Puis je suis resté jusqu'à temps que le siège social déménage, c'est jusqu'à temps que ça ferme en 2009. Donc là, tu avais tout automatisé avec du Access, du VBA, du Excel, une espèce de système pour te permettre de faire toute la répartition. Puis que ça devait faire plus que de la répartition à la fin, là, j'imagine, parce que les besoins sont toujours sont faciles à créer dans ce temps-là. Ah ouais, mais écoute, tu veux planifier tes budgets d'achat, puis ça faut que tu te bases sur des rapports, puis des données, puis ça t'éprend les données, puis faut qu'ils sortent du système. Mais là, le système ERP, tu sors un rapport de 60 pages, puis ça sort tout ils appellent ça des rapports, c'est des listings. Qu'est-ce que tu veux analyser avec ça? Rien. Faut que tu extrais les données, puis là, ben faut que tu les mettes dans... Bref, il y a de la job en masse. Puis c'est pas mal plus facile en VBA. Toi, tu fais ça, tu travailles dans une, je sais pas si on peut dire une multinationale, mais en tout cas une grande organisation connue là. C'est Tommy Hilfiger, j'imagine.
Ouais, ben c'était Tommy Hilfiger quand il était à Montréal. Qui est, bon, essentiellement, qui vendent des produits, bon, du merchandising, là, de la guenille. De la guenille. Mais qui en vendent beaucoup. Oh, des vêtements haut de gamme. Non, de la guenille. Mais là, à un moment donné, bon, le siège social se déménage, puis toi, tu vas changer de job, si je comprends bien. Ouais, je me suis retrouvé un petit bout de temps chez Groupe Dynamite, encore dans Guenille, puis là, ce qui est arrivé, c'est que je montais à peu près essentiellement la même affaire, tu sais, mon système d'Open to Buy dans Excel avec la base de données Access. Puis là, à un moment donné, c'est parce que cette compagnie-là, il y avait un vrai département d'informatique. Puis il y avait un DBA. Puis tu sais, il me regarde aller, puis fait comme, OK, mais je te regarde aller, qu'est-ce que tu fais pas sur SQL Server? Je dis, ben, je connais pas ça, SQL Server. Il dit, à ta minute. Fait qu'ils m'ont installé SSMS, puis j'ai eu ma petite base de données pour faire mes affaires, puis là, je suis parti sur un autre trip, parce que là, hey, SQL Server, wow, la vraie affaire, là. Puis là, ben, Excel se connecte là-dessus, puis OK, ouais. Puis là, ben, à un moment donné, il vient me voir, il dit, non, qu'est-ce que tu fais pas en informatique? Parce que je faisais plus de planification, là. Je faisais que ça. Je faisais du VBA puis du Access. Un parcours que beaucoup d'informaticiens font. Ils découvrent l'informatique sur le tas et ça devient une passion. Ouais. Puis bon, tu sais, il y a une grosse partie de la programmation. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, même si tu l'as pas, si tu vas dans l'école de programmation, tu l'auras probablement pas plus après. Puis dans ton cas, toi, je pense que tu n'auras pas besoin d'aller à l'école. Là. C'est rapidement ce que tu pouvais faire. Oui, sauf que je me suis rendu compte en ayant le poste justement dans l'équipe de développeurs web que je savais pas grand-chose. C'est toujours bon pour les Ouais, non, tu prends une méchante volée quand que je suis rentré là-dedans, puis ils m'ont dit, OK, bon, ben là, tu vas lire Clean Code de Robert T. Martin, puis tu vas lire Framework Design Guidelines, puis là, j'ai lu ça, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi ça, .NET? Parce qu'il fallait que j'apprenne .NET. T'écriras pas une ligne de code dans nos affaires sans savoir .NET puis C#. Fait ils m'ont fait... Au moins, ils t'ont fait commencer par des bonnes lectures. Le Clean Code, c'est une bonne façon d'apprendre les principes de... Ouais! C'est un excellent livre. Les exemples sont en Java, mais que ce soit n'importe quel langage, c'est comme universel. Là, c'est facile à... Je dirais pas c'est facile à lire, là, parce que c'est pas une lecture qui est légère, là, mais c'est facile à comprendre, peu importe ton background. Que de fil en aiguille, tu te retrouvais être plus un programmeur .NET, puis que tu touchais plus pantoute à ton VBA ou parce que aujourd'hui, si tu fais RubberDuck puis que ça fonctionne avec VBA, c'est que t'en fais encore. Donc, j'essaie de comprendre. Tu fais du .NET et du VBA en parallèle? Ben, tu veux, présentement, je fais mon travail de tous les jours. Je suis encore dans Guenille, mais c'est rendu des habits haut de gamme. Fait que c'est drôle, ils fabriquent les sautes à Montréal, puis il y en a quasiment plus de ça, tu sais. Puis, mais toi, tu as toujours travaillé pour un groupe d'informatique qui était dans une organisation qui vendait pas forcément d'informatique, là, qui vendait des produits, mais qui utilise l'informatique comme outil peut-être pas stratégique, ou en tout cas outil opérationnel pour être capable de livrer des produits. Là. Mais dans toutes les business, il y a ça, c'est que ce soit n'importe où. La job d'avant, je faisais du VB6 d'une compagnie de portes et fenêtres à Terrebonne. Puis, tu sais, c'est de la production, là. Je veux dire, t'as une usine, t'as une shop, puis du monde qui font des portes puis des fenêtres en arrière, puis toi, ben, tu travailles sur un complément qui est écrit une DLL en VB6 qui s'en va améliorer, customiser, si tu veux, le système ERP pour que le reste de la business puisse rouler ses rapports puis d'être capable de facturer comme selon ses besoins. Puis il y en a partout dans toutes les business, il y a des besoins qui sont criants comme ça, puis qui sont souvent c'est VBA qui va patcher les trous parce que c'est des
petites compagnies ou des places qui n'ont pas nécessairement de département d'informatique ou de Donc quelqu'un là, dédié tu à ça. t'intéresses beaucoup à ce que j'appellerais peut-être des pratiques plus modernes de développement, entre autres des pratiques où est-ce que on développe notre code en le pilotant par des tests. Donc, je pense que tu t'intéressais à toutes ces approches-là avec où est-ce que tu crées tes tests en premier. Tu lisais des livres super formateurs comme le livre de Clean Code, en tout cas, où est-ce qu'on t'apprend le principe de responsabilité unique, en tout cas, faire en sorte que notre code soit super simple à maintenir et tout. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu reviens vers VBA puis Rubber Duck? C'est quoi la genèse de ce produit-là? Ah ben ça, j'ai jamais vraiment arrêté de faire du VBA. Puis même ce qui est arrivé, c'est qu'en apprenant .NET, j'atteignais une espèce de nouvelle compréhension de c'était quoi des objets, puis c'était quoi il y a des design patterns, là, des façons de programmer qui étaient complètement nouvelles pour moi. Je me disais, on peut faire ça en VBA aussi. Puis pourquoi on le fait pas en VBA? On peut faire d'orienter objet avec VBA, là. Puis c'est comme si... Absolument, mais c'est parce que le gars comme moi que sa job, c'est pas de programmer, qui a pas cette formation-là, ce qu'il veut, c'est un script qui fait ce qu'il a à faire, puis qui marche, jusqu'à temps qu'il marche plus, puis que là, il y a des bugs, puis là, ça devient l'espèce de plat de nouilles que n'importe quel informaticien va te dire « Je veux pas toucher à ça avec une pôle de 10 pieds ». Mais j'ai les deux qui font écoute, je suis pas mal sûr que dans ma vie, j'ai commis ce type de code-là qui a amené du code plus maintenable parce que on n'a pas le choix. Là. La vie fait que des fois, il faut couper coin rond, puis on se retrouve toujours à faire du code qui... La perfection n'est pas de ce monde. Donc, il faut accepter que même notre code à nous autres n'est pas parfait. C'est ça être une grande personne. Ouais. En fait, si tu regardes le code que tu as écrit il y a 6 mois, il est supposé te faire peur. Puis s'il te fait pas peur, aie peur parce que ça veut dire que tu n'as rien appris depuis ce temps-là. Ça, c'est une parole sage. Donc, ça veut dire que quand on regarde notre code de s'il nous fait pas peur, posons-nous des questions. Mais moi, je veux savoir la genèse de... on va finir ta bio. Aujourd'hui, tu as reçu la reconnaissance par Microsoft, le fameux statut MVP, là, Most Valuable Professional, qui veut dire en français qu'on pourrait dire un professionnel de haute qualité. Je sais pas si on pourrait traduire ça comme ça, Guy, ou... MVP, c'est correct. Là. Most Valuable Professional. L'année dernière, tu reçois cette récompense-là, justement pour le travail que tu as fait autour de Rubber Duck VBA, qu'on va présenter plus en détail un peu plus tard. Cette année, je crois que tu viens d'être renouvelé, parce que c'était le 1er juillet, le renouvellement. Mais en fait, j'ai fait des jaloux au Summit au mois de mars parce que sur ma petite rondelle, c'est écrit 2018-2019. Fait que j'avais comme un passe-droit cette année, moi. Hey. OK. Parce que... j'ai eu ça le 1er janvier. Fait qu'au mois de juillet, ça aurait fait la moitié de l'année. Donc, toi, tu as comme un statut pour 1 an et demi, jusqu'en juillet de l'an prochain. Parce que, Guy, je crois que toi, je sais que tu viens d'être renouvelé toi aussi le 1er juillet. Oui, puis parce que cette année, on est passé globalement de 3700 MVP là, sur la planète à peu près 3100. Là. En tout cas, on connaît pas le nombre exact, là, mais il y a eu comme un petit écrémage. Finalement, Microsoft voulait ramener le fait que c'est pas un prix à vie, c'est un prix que tu dois renouveler à tous les ans. Puis si tu n'as pas fait d'activité dans la dernière année dans la communauté, parce que c'est principalement pour tous les efforts que tu fais au niveau de la communauté pour diffuser le savoir, faire connaître la bonne utilisation des technologies, si tu n'as pas fait grand-chose, c'est pas normal que tu reçoives encore le prix. Exact. Puis il y a aussi une restructuration au niveau des catégories, là, donc il y a des produits là qui a plus réellement du support là, qui ont été laissés de côté là pour les MVP. Donc il y a un bon 700 MVP là qui donc Mathieu, toi tu as cette reconnaissance là et qui est justement c'est sur Excel ta reconnaissance, si je me trompe pas. Ouais, ils m'ont donné Excel, mais donc, effectivement, c'est peut-être difficile de trouver une catégorie parce que ça aurait pu être aussi ce qu'on appelle un visual developer, qui est la catégorie dans laquelle moi je suis. Guy, toi, tu es sur Azure, si je me trompe pas. Puis donc là, ils t'ont mis dans la catégorie Excel, qui est plus, absolument, les gens qui font plus de la bureautique,
moins de la programmation, même si Excel, c'est probablement une des plateformes de programmation les plus utilisées sur la planète. Les programmeurs, Oh oui. les programmeurs JavaScript web diraient non, c'est le web. Je leur donne à moitié raison, mais il reste que Excel est beaucoup utilisé, surtout en entreprise. Là, Mais il y a une stigmate VBA qui fait que les programmeurs, tu sais, PHP ou JavaScript, pour eux, le gars en bas de l'allée là qui fait du VBA, non, écoute, c'est pas un programmeur, ça là. À l'entreprise, il fait de l'argent avec ça. Donc, nous aujourd'hui, là, je veux essayer vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que c'est RubberDuck VBA. Donc, peut-être la meilleure façon d'expliquer, c'est en expliquant comment c'est né, parce que le besoin va probablement expliquer à quoi ça sert. Donc là, RubberDuck, c'est apparu quand? 2013? Ah, mais c'est un accident. RubberDuck, c'est un accident. C'est apparu, on a parti ça en 2014, mais là, si tu recules dans le temps, tu vois qu'il y a deux gars qui se promènent sur Code Review Stack Exchange, puis qu'ils génèrent du contenu VBA, juste parce que il y en avait pas de contenu VBA. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire du contenu VBA sur Code Review. Donc, les deux gars étant toi et un autre de tes confrères qui s'appelle toujours d'ailleurs. Ouais, Chris McLaren. Okay. Puis c'est ça, fait qu'on générait du contenu VBA, puis pour générer du contenu, ça te prend toujours des nouvelles idées, tu sais, fait qu'on est comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine en VBA pour générer du contenu, tu sais, fait qu'à un moment donné, on s'est rendu tellement on a poussé, puis à la fin, on était rendu avec un espèce de framework de unit testing 100% VBA. Puis on s'est dit, hey, ça serait le fun que ça, là, ça marche comme dans l'éditeur, tu sais, que je sois dans Excel ou dans Word ou dans Access, que ça puisse marcher. Donc, vous avez construit une espèce de NUnit ou pour ceux qui viennent plus d'un monde Java, un GUnit, mais pour Excel. Pour le VBE. Est-ce que c'était un peu ça? Ouais, mais c'était pas mal basé sur MS-Test dans Visual Studio. Là, fait que tout est assert.equals. C'est les mêmes méthodes, en fait, là, qui ont les mêmes fonctionnalités. Essentiellement, pour que tu sois capable de faire le fameux pattern, là, AAA, là, c'est-à-dire arrange, hack, assert. Exactement. Donc, que tu sois capable de vraiment faire ces trois étapes-là qui sont les trois étapes qu'on trouve dans tout bon test, là. Puis, donc, toi, vous mettez à construire ça. Est-ce que déjà, à cette époque-là, ça s'appelle RubberDuck, votre affaire? Ou... Non, moi, mon alias sur GitHub, c'est encore ça. Retail Coder. Puis, c'était retailcoder.vbe. Puis, OK, puis VBE, voulant dire Visual Basic Editor, qui est l'éditeur qu'on a dans Excel. Ouais, ou dans Visual Basic 6. Ouais. Puis c'est le même éditeur, hein? C'est essentiellement, je dirais, parce que je dirais pas que ça marche en claquant des doigts là, mais on travaille là-dessus, puis on est pas mal 99% là. Je veux dire, la prochaine version va fonctionner aussi dans Visual Basic 6. Est-ce que essentiellement RubberDuck c'est un framework pour faire des tests unitaires ou c'est pas ça du tout? C'est parti avec ça. Mais c'est parce que un coup qu'on avait notre affaire qui fonctionnait, qu'on a porté on écrit ça en C#. C'est drôle parce que le Chris, il avait jamais écrit une ligne de C# de sa vie, là. Puis on se pitch, puis on fait ça, puis il l'a fait, puis ça marche. Ça, c'est une extension pour VBE, c'est un plugin, donc c'est une extension pour venir bonifier l'éditeur VBE pour donner la capacité de rouler des tests. Ouais, ça a parti comme ça. Puis après ça, on s'est dit, hey, on a accès à l'API d'extensibilité de l'éditeur. On a les deux mains dedans, là. On est aussi bien je sais pas, on pourrait analyser le code puis dire, hey, ton module, il n'y a pas option explicite ou cette variable-là n'est pas déclarée ou ta procédure est jamais appelée ou je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut penser des analyses statiques là, du code? Puis, fait qu'on a commencé à travailler sur un parser.
C'est à quel moment que vous avez décidé de mettre en place des fonctions de refactoring? Parce que vous avez ces capacités-là dans votre produit. Maintenant, vous pouvez faire du refactoring comme remplacer le nom d'une variable ou des choses comme ça. Oui, à partir du moment où on avait une arborescence représentant le code qui est dans l'éditeur. Vous avez mis en place un parser, vous avez mis en place, du coup, vous aviez un abstract tree, là, une arborescence du code. Là, vous pouvez commencer à faire des choses intelligentes dessus. Ben ouais. Puis pour aider les programmeurs à faire des tâches bêtes et stupides comme justement renommer une variable ou renommer le nom d'une procédure ou d'une fonction, des choses comme ça en VBA. Ouais, puis ça pose bien des défis avec le VBE parce que je sais pas si vous faites ça dans Visual Studio, il y a Roslyn. Non? Ouais. Non? Oui, exact. C'est ça, mais vous êtes... Roslyn, c'est beaucoup d'outils, c'est de s'appuyer là-dessus pour parser leur code puis pour générer leur code. Vous êtes gâtés pourris. Oui. Moi, là, OK, il a fallu... On est parti d'une vieille grammaire que... je sais plus qui là qui avait fait pour Antler, qui est un générateur de parser, puis bon, on a une grammaire qui fonctionne à peu près pour VBC, c'était plein de bugs. 4 ans plus tard, on est capable de dealer avec, je te dirais 100% il y a rien que je suis capable de pitcher à mon parser que VB6 ou VBA compile que nous autres on sait pas quoi faire avec là, c'est que il comprend tout ce qu'il y a à comprendre du langage. Puis c'est parce que c'est pas tout d'avoir une arborescence puis savoir que OK, t'as une loop ici, puis ta variable là quand elle est déclarée là, mettons tu veux la renommer, c'est où qu'elle est appelée cette variable là. Fait que t'as comme il y a comme ça te prend une table de symboles si tu veux. Ça te prend une table de symboles, il faut que tu saches où est-ce qu'ils sont tes closures parce que à un moment donné quand ça ferme, ben là, plus tard, les gens peuvent renommer la prendre la même variable, mais c'est pas la même parce qu'elle est dans un autre contexte. Donc, moi, je peux comprendre tout à fait la difficulté de ce que c'est parce que j'ai écrit des parsers VB6 et C# j'ai écrit une équipe à moi, on était une dizaine dans une start-up en 2002-2003. Ça me rajeunit pas. Entre autres, un des employés avec qui je travaillais, c'était Eric Renaud, qui est mon partner dans l'entreprise que je suis en train de fonder. Donc, ça aussi, ça ne rajeunit pas. Mais je vois tout à fait ce que vous avez. Je comprends pourquoi tu dis, hey, si vous autres êtes chanceux d'avoir Roslyn, parce que c'est tous des services que Microsoft offre maintenant. C'est tout là, puis t'as pas besoin tu peux comme construire par-dessus ça, tandis que vous avez eu à créer toute cette fondation-là. Et maintenant que vous avez cette fondation-là, qu'est-ce que vous avez rajouté dans RubberDuck? Quelles sont les grandes fonctionnalités qu'on trouve dans RubberDuck? À ce moment-là, on a l'arborescence, on a facilement, on peut tout naviguer, on peut aller, on sait chaque déclaration elle se situe où, fait que moi là, OK, dans Visual Studio là, le gros plugin c'est ReSharper. Ouais. Bon, ReSharper là, depuis 2009, c'est mes idoles. OK, je fais rien dans Visual Studio si j'ai pas ReSharper. Fait que des fonctionnalités comme tu fais CTRL-T, puis là t'as un petit combo box, puis tu tapes n'importe quoi, puis tu te ramasses dans, tu vois toutes les variables sont où, c'est quoi qui, tu peux te rendre n'importe où dans le code en claquant des doigts. On l'a fait. Donc, c'est dans VBA. C'est essentiellement un ReSharper, mais pour VBA. Pas mal, ouais. En fait, ça veut être ça, là, mais on n'est pas... Vous avez été fortement inspiré par ReSharper. Puis n'importe qui est programmeur puis qui maîtrise beaucoup la programmation, entre autres pilotée par les tests, tout ça, va tout de suite comprendre l'utilité de votre produit. C'est-à-dire que si tu veux faire du code maintenable, facilement évoluable en VBA, ce qui est probablement un des buts que vous poursuivez aussi, c'est de pas juste montrer au monde à faire un script puis que dans 1 an, 2 ans après, puis personne n'est capable de le maintenir, c'est que vous voulez dire aux gens, mais votre code VBA, là, ça a de la valeur, là. Donc, si vous créez quelque chose à moins de un peu d'ampleur, il faut le structurer correctement pour que ce soit facile de revenir dedans, puis de le relire 2 ans après, puis comprendre ce qu'il y a là, j'imagine. Ouais, il y a un des contributeurs qui a fait les métriques. Fait que tu veux savoir, OK, t'as tu vois toutes les procédures, puis combien de lignes de code, c'est quoi la complexité cyclomatique de la procédure, c'est le niveau de
nesting levels, les niveaux d'indentation, si tu veux. Donc, grosso modo, avec votre outil, tu prends, par exemple, du code VBA dans une organisation, puis rapidement, tu peux porter un jugement, dire, OK, ça, c'est du code facilement maintenable, ou dire, oh, ça, ce code-là, là, la complexité schématique est tellement élevée, ça doit être plein de bugs, puis effectivement, souvent, c'est ce que tu découvres, parce que c'est pas parce que c'est fait avec un langage qui se dit, entre guillemets, simpliste, comme VBA, que c'est full bloom, que ça marche parfaitement, là. Les bugs, il y en a là aussi, hein. Il y en a beaucoup, puis surtout que VBA, c'est un langage qui, je sais pas, on dirait que ça a été conçu pour plaire aux débutants. Fait que c'est comme les petites abeilles puis les fleurs, tu sais, t'as l'histoire, mais tu l'as pas au complet, tu sais. Fait que tu comprends, mais il te manque des grands bouts. Ce qui fait que non, mais c'est vrai, je veux dire, demande à n'importe quel programmeur VBA qui, tu sais, il y a du monde, ça peut faire 15 ans qu'ils font du VBA, puis tu leur parles de je sais pas moi, les membres par défaut d'un objet, puis ils vont te faire des yeux, toi, de quoi tu parles, les membres par défaut, ou bien les qualifiants implicites, ou tu sais, si tu dis pas by-ref ou by-val, ben c'est lequel que c'est? Ben, c'est dû au fait que les programmeurs maîtrisent pas les fondations de la programmation, c'est-à-dire qu'ils appellent une procédure ou une fonction, puis ils savent pas trop si c'est passé sur la pile ou si c'est passé comme un pointeur. Puis le langage lui permet de pouvoir explicitement dire non, je veux que ce soit by ref ou by value. By value, c'est que ça va être passé sur la pile. Ouais, le langage est permissif. C'est un langage qui a été fait. C'est un peu maintenant comme JavaScript. Là, si on compare JavaScript, c'est facile de faire des erreurs de base, là, puis parce que le langage permet de tirer un petit peu dans le pied. C'est un petit peu la même chose avec VBA. Ça te donne beaucoup de munitions justement pour te tirer dans le pied, ou ça te donne assez de cordes pour te prendre avec. C'est facile de faire quelque chose qui marche, qui est aussi incroyablement fragile puis facile à péter. Puis tu le vois tous les jours sur Stack Overflow. C'est des références implicites là. Écoute, tu peux regarder sur Stack Overflow juste le nombre de questions qui ont une erreur parce que ils réfèrent à la feuille active sans s'en apercevoir. Puis, je veux dire, la feuille active, c'est pas la feuille que tu pensais que c'était, tu sais, je veux dire. Fait que ça te pète d'en face, ben c'est parce qu'elle est pas qualifiée, tu sais. Puis, ce genre de choses-là, c'est des choses qu'on est capable d'analyser avec RubberDuck, puis popper un warning, un résultat d'inspection pour dire, regarde, là, ton range est pas qualifié, là, puis ça se peut que ça fasse pas ce que tu penses. Puis le fait que l'exemple que tu viens de donner est très vrai, c'est-à-dire que la notion que tu as des valeurs qui sont actives dynamiquement, qui sont essentiellement des valeurs qui sont dans tes feuilles Excel, en programmation, absolument, on n'a pas ça. C'est-à-dire que si je définis, mettons, une variable X, puis que je l'initialise à la valeur 5, puis que plus tard, 3 lignes plus loin, j'appelle une fonction avec la variable X, ben c'est la valeur 5 qui est passée, puis ça va être cette valeur-là. Puis je m'attendrai pas dans mon code si plus loin, à un moment donné, je dis X maintenant c'est 10, que la fonction maintenant fonctionne avec la valeur 10. Il y a comme une notion de synchronisation, mais avec Excel, on n'a pas ça. C'est-à-dire dès que tu changes la valeur dans une cellule, c'est tout le code qui hérite maintenant de cette nouvelle valeur-là. C'est très puissant, mais c'est aussi un modèle de programmation différent où est-ce que là, on voit une certaine différenciation avec ce qu'on peut faire en C# ou en JavaScript dans la programmation plus classique, là. T'as les mêmes pièges en C# ou en n'importe quoi. T'as les mêmes pièges. Je veux dire, tu feras pas des variables globales dans ton C#, puis tu vas vouloir les éviter à tout le moins. Ouais. Ben, c'est la même chose en VBA. Je dis oui, t'as des variables globales, elles sont très pratiques, sauf qu'il y a une place, il y a un endroit pour les utiliser, puis il y a une façon de travailler avec pour que ton code te pète pas dans les mains à tout bout de champ. C'est juste d'être conscient que t'es pas un exécutable, t'es un bout de script qui est très puissant, qui génère ses objets, puis qui whatever, mais
tu es invoqué par une application, comme Excel, mettons. Ben, ça dépend là de qu'est-ce qu'on fait là, mais la plupart des macros vont être lancés soit par un clic d'un bouton ou quelque chose, puis c'est du code qui va souvent travailler avec plusieurs feuilles, puis on active ça, puis fait ça, puis il y a des façons de faire ça. De manière fragile, il y a des façons où ça peut être très fragile. Puis il y a des façons où est-ce qu'on peut solidifier nos choses, par exemple en définissant où est-ce que vont être nos variables et tout. Puis c'est un peu ces pratiques-là que vous poussez de l'avant. Puis votre outil RubberDuck, si je comprends bien, n'importe qui voudrait améliorer son code en VBA devrait aller chercher votre outil puis l'installer. C'est un projet open source? Ouais. Donc ça veut dire que c'est gratuit, là. Tu peux l'installer puis t'as pas besoin de sortir de l'argent pour acheter votre produit. Il faut juste sortir de la volonté de bien vouloir apprendre à l'utiliser efficacement. C'est à peu près ça. Non, c'est gratuit, c'est absolument gratuit, puis j'y tiens. Il y en a pas d'outils pour ça en VBA. Je veux dire, il y a un thread sur Stack Overflow pour des outils de refactoring. Puis avant que je rentre sur cette question-là pour poster ma réponse, la réponse la plus upvotée, c'était Ctrl F. Puis CTRL H. Qui est le find et H, je me souviens plus ce que c'est, mais je sais que F, c'est pour faire un find, une recherche. Ben, c'est Search Replace. Voici tes outils de refactoring. CTRL X, puis cut paste, puis non, come on, là, je veux dire, il y a des outils... ben, en fait, je dis ça, mais c'est parce qu'il y a... l'outil. C'est sûr que renommer une variable, c'est le fun. Promouvoir une variable locale en paramètres, ou en variable au niveau module, ou restreindre la visibilité d'une variable puis l'amener, mettons, au niveau d'une procédure. Ou c'est des refactoring qui sont intéressants, mais celui auquel je tiens le plus, puis qui est toujours pas là, en tout cas pas à mon goût, c'est extract method, pour extraire une méthode, une procédure. Tu sélectionnes un bout de code, puis RubberDuck, comme ReSharper ou Visual Studio aujourd'hui, regarde là-dedans qu'est-ce qui est sélectionné, puis c'est quoi les variables qui sont déclarées, c'est quelles qui sont utilisées avant, après de la sélection, dans la sélection, puis lesquelles qu'on amène dans la nouvelle procédure, puis... Ouais. Là, vous avez combien de contributeurs? On est... Core, là, on est une douzaine. Quand même. Qui gravitent autour du projet. Si je me fie à Open Hub, on est parmi les plus gros projets open source au monde, puis je capote. Ouais, parce que normalement, le core, on parle peut-être de 2, 3, 4 personnes, mais là, une dizaine de personnes, c'est pas mal, ouais. Ben, c'est pas tout du monde qui vont contribuer des gros bouts de code, là, mais tu sais, ils vont être là tout le temps, tous les jours, puis ils vont regarder toutes les issues, puis ils testent tout constamment, puis c'est pour ça qu'on est rendu à 700 issues d'ouverts sur GitHub, c'est parce qu'on a tout le temps des nouvelles idées. Puis c'est ça, parce que les issues, c'est pas forcément des bugs. Il y a beaucoup de ça qui seraient comme des features à venir, puis ah non, mais moi, là, écoute, la première, on a parti le projet sur le repository sur GitHub, puis la première chose qu'on a faite, c'est OK, c'est quoi notre wishlist, là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Fait que toutes les idées les plus débiles, on a fait un issue pour chaque, puis on va checker les box, puis on va toutes les faire. Mm-hmm. Puis fait que il y a peut-être 200 issues là qui sont des bugs avec des doublons là-dedans. Là. Ça devient difficile à tenir tout ça à jour, là. Il y en a qui sont plus qui sont plus là, mais qui ont juste pas été cochés comme étant fait. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, bref, il y a 200 issues qui c'est des bugs. Puis les 500 autres, ben, c'est toutes des idées, puis des améliorations, puis des nouveaux features, puis c'est... De quoi se tenir occupé pour quelques années? Ouais. Mais là, vous êtes 12 contributeurs core. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de personnes sont venues soit télécharger ou en tout cas, c'est quoi l'impact que ça a?
il devait avoir au moins plusieurs milliers de personnes qui sont venues chercher votre outil. La version 1.4 a eu, je veux dire, elle a été disponible pendant longtemps, jusqu'à temps qu'on arrive à 2.0, comme un an après. Puis ça, c'était au début, c'était en 2015. À peu près 5000 downloads. 5000 downloads. Puis là, votre version 2.0, avez-vous été recherché à peu près le même nombre de downloads ou il y a même... Sais-tu, je peux même pas te le dire parce que en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un pull request qui est mergé dans le projet, il y a un build automatisé qui sort un pre-release, puis that's it. Puis ce qui arrive, c'est que je sais pas quel outil vous utilisez pour savoir combien de downloads vous avez sur GitHub, là, mais celui qu'on utilise là, c'est Sombra, je sais pas quoi. C'est parce que je pourrais pas vraiment t'aider à ce niveau-là, là. Mais... Ouais, c'est ça, mais il y a tellement d'activités que il y a, tu sais, comme il peut avoir un nouveau pre-release à tous les jours, fait que il y a une soixantaine de downloads mais il y en a toutes une soixantaine. S'il y en a un qui t'offre 2-3 jours avant qu'il y ait un autre PR qui se rend, OK, celui-là, il y en a 160 ça c'est vraiment dur à dire combien de downloads que je fais avec puis le dernier release officiel, si tu veux, il est rendu tellement loin qu'il est même plus dans la liste. Fait que je sais pas. Peut-être implanter le feature qu'il va revoir, il va toujours vérifier si c'est une version plus récente, puis il suggère à l'utilisateur veut avoir la version plus récente, comme ça, un peu comme font beaucoup de projets open source maintenant, là, pour s'assurer. Ouais. C'est quoi? C'est exactement pour ça que mon site web est down présentement. C'est parce que c'est ce feature-là que tu as implanté. Non, c'était déjà implanté, sauf que je suis allé le dernier release, je suis allé uploader un debug build, justement, puis le debug build, c'est comme c'est 2.2 point un numéro un numéro qui devrait être 0, mais qui l'est pas. Puis il s'est retrouvé online, puis là, toutes les pre-release builds depuis ce temps-là, ils donnent tout le warning au début que tu rouvres, là, ça dit que la nouvelle version est disponible, mais c'est parce que celle que je roule est plus avancée, tu sais. OK. Fait que est-ce que... Ouais, fait donc, vas-y. Mettons qu'on a un auditeur qui nous écoute, là, puis qui dit « Hey, ça a l'air intéressant, là. » c'est quoi le chemin que je suggérais pour quelqu'un qui veut en savoir plus? C'est d'aller sur le site, sur le site GitHub, chercher le produit, ou, tu sais, ultimement, c'est sûr que tu aimerais peut-être savoir plus de contributeurs. Certains de nos auditeurs vont peut-être se rendre jusqu'à devenir des contributeurs dans ton projet. Mais tu sais, le chemin normal, là, ça serait quoi? Je dirais passer par WordPress, le blog du projet. On va mettre le lien sur la page là, OK. Donc là, ça, c'est lisez, puis voyez comment on installe et qu'on configure le produit. Ouais, ça va être sur le wiki. C'est un peu partout, là. Je suis pas... j'ai de la misère avec ça. Il y en a sur le site web, il y en a sur le wiki. Le wiki, il y a des bouts qui sont très à jour. L'installation, puis le setup le setup initial, si tu veux contribuer, là, c'est tout à jour. Ce qui est au niveau des features, ça, j'ai plus de la misère à keep up, là, tu sais. Le rythme, parce que c'est une chose, programmer la chose, c'est une autre chose, s'assurer que la documentation suit. Toujours. C'est ça. Fait que jusqu'à récemment, la page du wiki sur le unit testing, c'était des screenshots de la version 1.4 justement là, de 2015. Là, puis parce que ça fait drôle. Ça peut être une façon de commencer à contribuer. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont dire la meilleure façon de commencer à contribuer, c'est soit prenez un bug qui est vraiment un bug, là, pas un feature, puis corrigez-le, puis faites un pull request. Ça aide beaucoup une équipe. Ou sinon, faites juste bonifier la documentation. Ça aussi, ça peut sembler banal, mais c'est une bonne façon de comprendre le produit, d'un. Puis de deux, ça aide tellement une communauté open source parce que c'est le genre d'effort que c'est difficile de motiver les gens à s'impliquer et à dire, bon, on va faire un petit blitz de documentation. C'est toujours... Ouais, non, mais c'est ça. Mais le wiki est ouvert à tous en passant. Là. Puis toute l'équipe
Core, justement, on est tous il y a un chat room là, sur Code Review. Puis on a notre chatbot qui nous relaye tout qu'est-ce qui se passe sur le repository. S'il y a quelqu'un qui modifie une page dans le wiki, on le voit passer. S'il y a il y a un issue qui se trouve, le monde il réagisse justement. Il trouve qu'on est vite sur le Python à répondre aux questions de support ou whatever, justement parce qu'on les voit toutes passer à mesure. T'sais. Puis moi, j'écoute ce que tu nous racontes. Il me semble qu'il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui fait du VBA de pas aller chercher votre outil parce que juste les bénéfices, l'effort que ça demande pour comprendre comment utiliser l'outil, mais tu vas regagner le temps que tu vas sauver par après vaut l'effort vaut la courbe d'apprentissage de dire OK, je vais maîtriser qu'est-ce que je ferai avec cet outil-là parce que c'est comme une situation gagnante. Il n'y a pas de raison de ne pas aller le chercher, là. Dans l'idéal, je te dirais oui, là, mais pour être honnête, c'est qu'on a des problèmes. Là. Ah oui? Il y a certaines, il y a des challenges puis des difficultés à travailler avec un environnement qui date de Mathusalem. Il y a des bouts. Écoute, on est vraiment là jusqu'au cou là dans le VBE puis dans VBA, le VBE7.dll là, on est dans le cœur de la patente. Oui, mais on accède. Si je télécharge ton outil et je le mets dans mon VBE, je peux peut-être rencontrer des bugs, mais ça va être utilisable, le produit. Ouais, non, c'est utilisable, sauf que ça se peut, mettons que tu veux, comme dans Access, on sait que quand tu fermes Access, il y a des bonnes chances que soit ça plante, soit ton process Access reste ouvert. OK. Fait que le teardown là, il est excessivement complexe, entre autres à cause de ce qu'on pense être un bug dans le CLR, dans le language runtime, dans .NET lui-même. Là, tu sais, fait il y a des choses. On fait notre gros possible. Puis en même temps, ben il y a des erreurs flagrantes qu'on a faites en cours de route puis qui ont causé ça, tu sais. Mais on travaille là-dessus, tu sais. Mais oui, il est très utilisable le produit là, mais c'est d'abord et avant d'être un produit, j'aime penser que c'est un projet. Fait que oui, ça s'adresse aux gens qui font du VBA, mais surtout, je dirais le développeur qui, tu sais, mettons le programmeur qui est comme qui hérite de la feuille Excel puis qui est comme OK, j'ai mon projet VBA qu'il faut que je maintienne parce que le cocon est parti là. Qui est habitué dans Visual Studio puis qui arrive dans le VBA puis qui est désespéré là parce que merde, comment je vais faire là, tu sais. Puis ouais, c'est ça te permet de naviguer vraiment mieux. Puis mais Mathieu, est-ce que ça pourrait être utile dans un cas où, par exemple, je suis en entreprise, je fais de la consultation, puis on me demande d'essayer d'analyser cette application VBA qui a été faite dans Excel là, qui roule depuis plusieurs années. C'est programmeur initial et ça fait 10 ans qu'il est parti là. Est-ce que ça me permettrait d'analyser un petit peu le code pour voir si c'est récupérable ou non? On a au-dessus de 70 inspections qui sont implémentées jusqu'ici. C'est sûr qu'il y a une couple de faux positifs, mais la plupart, là, je te dirais, c'est top-notch, là. Puis c'est des choses comme mettons, ta procédure est publique, mais t'as pas le keyword public. Si toi, t'es habitué de travailler en C# ou en VB.NET, comment ça s'appelle? Le défaut? Ben le défaut ça serait privé. Ouais. Mais en VBA, c'est l'inverse. Il est public. Tes paramètres, si tu es habitué en C# ou en VB.NET, tes paramètres sont passés par valeur par défaut. En VBA, c'est par référence. Fait que c'est des choses que quand tu sais pas nécessairement quand tu t'apprends de toute façon. C'est des choses que tu sais pas nécessairement si tu connais la programmation, mais VBA, t'es pas tout à fait à jour, là.
c'est des choses que tu sais peut-être pas ou Fait que c'est un cas d'utilisation qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un comme moi qui fait plus de VBA depuis des lunes. Par contre, si je suis en entreprise, puis on me demande de dire d'analyser telle application, c'est un outil qui pourrait m'aider là à apporter un jugement là, sur la qualité du code. Ben juste en testant mes affaires, je roule les inspections sur un projet VBA que j'avais fait l'année d'avant, là, puis tout ça marche, ça roule en production, puis il y en a pas de problème. Je roule les inspections, puis ah ben gadon toi. Ben ouais. Hey, c'est un bug ça. Fait que ça trouve des choses que tu soupçonnais pas. C'est intéressant. Donc, c'est un autre outil dans la boîte outils de l'architecte ou du lead développeur. C'est pas envisageable à un moment donné de penser que votre Rubber Duck pourrait rouler aussi dans VB6? Ça va se passer. En fait, les pré-releases là, présentement disponibles roulent. Ça devrait fonctionner dans VB6. Je l'ai pas disponible pour tester moi-même, là, mais il y a un gars qui travaille exclusivement là-dessus. Là. OK, donc parce qu'effectivement, il y a aussi des besoins là, du côté de VB6. Eux autres aussi ont besoin d'amour. Ben, pour en avoir fait, je te garantis qu'avoir eu Rubber Duck, là, Seigneur, quand je travaillais en VB6, j'aurais aimé ça en motadine de l'avoir. Puis il y a quand même encore beaucoup de monde qui doit supporter des projets VB6, simplement parce que c'est pas économiquement rentable de le réécrire. Le code, il fonctionne. Même souvent, on nous demande de faire des petites demandes, des petits changements mineurs. Donc là, d'avoir un outil comme RubberDuck, ça pourrait aider tous les programmeurs qui ont à supporter ce genre de patrimoine-là. Puis ça, il y en a. Encore là, je suis sûr qu'on tomberait rapidement dans les centaines de milliers, si c'est pas des millions. C'est pas des milliards, Mario. Oh boy. Non, c'est pas des milliards, là. On n'est pas dans le monde du mobile quand même, là. Aïe. Écoute, Mathieu, moi, je trouvais ça fort intéressant. Ouais. Puis je trouve que c'est une belle... c'est un beau retour d'expérience que ça peut se vivre, des projets open source, que c'est pas juste qu'on a le plaisir de faire de quoi, mais il y a quand même aussi tout un processus d'apprentissage, de collaboration, de coopération entre plusieurs individus. C'est pas banal, ça, comme expérience. Tu sais, on cherche ça là, dans la vie. On cherche pas juste des beaux défis, mais on cherche aussi d'avoir du plaisir avec autrui. Puis, à quelque part, là, je suis sûr que toute votre gang, là, je sais pas si vous avez l'occasion des fois de vous faire des petits parties ou des get-together ou c'est toujours en ligne que vous faites vos discussions, mais ça crée quand même des liens, j'imagine. Ben ouais, mais c'est surtout que on est... écoute, non, on n'est jamais get-together. J'en ai en Australie, en Allemagne, aux États-Unis. J'ai un gars qui est en train de me traduire ça en tchèque. Mm-hmm. J'ai déjà eu une version japonaise à me mener. Je l'ai perdu parce qu'il ne maintenait plus, là, mais Mais t'établis quand même des liens avec tous ces gens-là, même s'ils sont à distance. Là. Ouais, mais c'est ça, mais ce serait cool de faire un petit party quelque part. Un jour peut-être, on sait jamais. Puis tu m'as rencontré au Summit, par contre, quelques-uns. Ouais, ben c'est ça, mais Ben, il était pas là au mois de mars. Mm-hmm. Ouais. L'an prochain, peut-être. Ben écoute, Mathieu, super intéressant. Ouais. J'espère que ça va donner le goût à nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil, puis peut-être même de s'impliquer un peu plus dans votre projet. Mais sur ça, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, puis on va vous revoir le mois prochain. Donc, à la prochaine. Au revoir.